Bonjour, bienvenue dans votre émission La Voix est libre. Aujourd'hui, avec Plana Radenovic, journaliste à La Voix du Nord, nous parlerons d'un sujet d'actualité, la morale en politique. Pour en débattre, nous recevons Bernard Dolé, politologue au CERAPS, mais aussi Yannick Courdiot, coordinateur Nord-Pas-de-Calais du Parti Pirate, Nicolas Baïs, député PS du Pas-de-Calais, Bonjour. Et Sébastien Huyghe, député UMP du Nord. Bonjour. Alors le point de départ de ce débat, évidemment, c'est l'affaire Cahuzac. L'ex-ministre du Budget a avoué devant les caméras cette semaine avoir eu un compte en Suisse, après l'avoir nié devant l'Assemblée. On a parlé de séisme, de tsunami politique et même de Cahuzac Gate. Nicolas Baïs, vous étiez à la commission des finances lorsque Jérôme Cahuzac est passé aux aveux devant les juges début avril. Qu'est-ce qui vous choque dans cette histoire ? Ce qui me choque, c'est qu'il ait eu le culot de mentir devant la représentation nationale, de mentir au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble des Français. Et au-delà d'être choqué par la possession de ce compte en banque, je suis à la fois choqué et trahi par le comportement de Jérôme Cahuzac. Sébastien Huyghe ? Moi, ce qui me choque, c'est qu'on fait un rideau de fumée à partir de cette histoire. C'est-à-dire que on a un ministre socialiste qui a fauté et plutôt que d'en tirer les conséquences au sein de la famille socialiste, au sein du gouvernement, eh bien on cherche à jeter l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique, puisqu'on nous annonce une grande loi de moralisation de la vie politique, comme si la politique française était amorale. Non, il y a quelques brebis galeuses, mais ce n'est pas la grande majorité des élus, des parlementaires, comme des 36 000 maires, des 36 000 communes de France. Oui, enfin, on a quand même l'impression, quand on reprend vos réactions depuis le début de l'affaire Cahuzac, que ce qui vous choque, c'est plus l'infraction morale que l'infraction légale. Sont les deux, c'est-à-dire que c'est un comportement. On ne peut pas avoir un discours d'un côté où on dit la main sur le cœur, j'aime pas les riches, je lutte contre la finance internationale. Mais est-ce que c'est d'abord la morale ce qui est choquant ? Est-ce que c'est d'abord la morale puis le côté légal ? Il y a les deux. D'un côté, on a un ministre socialiste en charge du gouvernement dont on prédisait un grand avenir, puisqu'on l'a dit Premier ministrable, qui répond à une question notamment d'un de nos collègues dans l'hémicycle, d'ailleurs un collègue de la région, M. Fasquelle, et qui répond les yeux dans les yeux, non, j'ai jamais eu de compte en Suisse, et puis qui finalement, enquête aidant, qui avoue finalement qu'il a menti à tout le monde. Donc là, c'est déjà qu'un ministre de la République puisse mentir à ce point, c'est choquant. Et puis le fait que aussi on a un ministre de la République qui avait en charge la traque contre la fraude fiscale et qui était lui-même un fraudeur. On a compris finalement que c'était quand même le mensonge, le cœur de cette affaire. Yannick Courdiot, vous êtes membre du Parti Pirate, ce parti qui est né en Suède et qui est très populaire en Allemagne. Vous prônez une transparence extrême via Internet. Vous, comment vous avez pris cette affaire ? Quel regard vous portez dessus ? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir convié à cette émission. Ça permet au Parti Pirate d'exposer et sur l'affaire Cahuzac, du coup, ces idées. Sur l'affaire Cahuzac, en tant que citoyen, je suis bien sûr indigné de ce type de comportement qui est malheureusement pas isolé, même si, comme le souligne M. Huyghe, tous les politiques ne sont pas des brebis galeuses. Mais il y a un vrai travail de fond à faire sur la transparence des politiques et des responsables publics. Alors pour recontextualiser, Bernard Dolé, le mensonge politique, ce n'est pas la première fois. On se souvient entre autres de la santé de Mitterrand, de Pompidou, et il y en a eu bien d'autres, des mensonges. Pourquoi ça nous choque particulièrement ? D'abord, je voudrais dire que ce qui me choque, c'est pas le mensonge, c'est que le mensonge choque. Parce qu'après tout, on est dans une affaire de droit commun, qui aurait pu arriver à n'importe quel citoyen. Alors c'est vrai qu'il s'agit en l'espèce du ministre du Budget, donc la coïncidence est un petit peu fâcheuse, mais il faut quand même rappeler qu'en droit français, vous pouvez utiliser tous les moyens de défense qui vous semblent utiles, et qu'il a avoué non pas médiatiquement, non pas chez BFM, mais dans le secret du cabinet d'un juge d'instruction, en l'occurrence le juge Van Ruynbeck, devant l'accumulation des preuves. Et ce n'est qu'ensuite, dans une opération de communication, si vous voulez, qu'il a ressenti le besoin
de s'expliquer sur pourquoi il avait menti. Et c'est là où on assiste à un tournant dans la vie politique française. Hein. C'est ce besoin de revenir et de s'expliquer dans une forme de mea culpa ou d'exercice d'autoflagellation pour dire bah oui, j'étais méchant, c'est pas bien. Le député UMP du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, a demandé la création d'un délit de parjure. Est-ce que pour vous, il faut l'instaurer ? Vous savez, il ne faut pas, pour revenir sur ce que disait M. Huyghe, il ne faut pas stigmatiser tous les élus par le comportement de quelques-uns. Toutes les familles politiques aujourd'hui ont leur brebis galeuse, appelons un chat. Il y en a, aucune famille n'est épargnée. La famille multimillionnaire Le Pen a eu aussi ses procès. Jean-Marie Le Pen a été jugé plus de 20 fois. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans une course à l'échalote sur des mesures qui viendraient s'entasser, qui seraient inefficaces. Aujourd'hui, il faut effectivement plus de transparence dans la vie politique. Mais plus de transparence, ça ne veut pas dire forcément plus de voyeurisme. On y reviendra plus tard, mais le délit de parjure. Et le délit de parjure. Le fait de mentir devant l'Assemblée, ça devrait être condamnable, comme aux États-Unis. Le problème, c'est de savoir quand il y a mensonge ou pas mensonge. Le délit de parjure, je suis très mitigé sur l'efficacité d'une telle mesure. Oui, alors, je ne peux que condamner le mensonge, mais de là, à chaque fois, prouver le mensonge. On utilise justement le terme délit de parjure, comme aux États-Unis, comme avec Bill Clinton. Vous avez parlé tout à l'heure de la mise en scène, un petit peu des aveux de Jérôme Cahuzac. On a l'impression qu'on s'américanise. Oui, moi, il y a un mot qui m'a choqué, pour le coup, dans les débats en cours, mais à vrai dire, l'évolution est antérieure, c'est celui de moralisation. Qu'on parle de réglementation de la vie politique française, pourquoi pas. Moralisation, c'est, comme le disait tout à l'heure Sébastien Huyghe, c'est partir du principe que, la vie politique aujourd'hui est amorale et qu'elle doit être moralisée. On plaçait ça sur le plan de la morale, c'est-à-dire de l'émotion. Quand vous parliez tout à l'heure de trahison, moi ce qui me choque, c'est pas la trahison, c'est éventuellement l'infraction. Parler de trahison, c'est non plus raisonner ou placer le débat sur le plan de la raison, mais sur celui de l'émotion, sur celui de la morale. Dans une société démocratique qui fonctionne correctement, d'abord, il y a toujours des affaires, il y en a toujours eu, et ensuite, il faut des institutions qui fonctionnent, des règles, des contrôles, des sanctions. Le reste, il faut essayer de garder un peu son sang-froid. Si je parlais de trahison, c'est qu'il était de ma famille politique, et c'est la trahison du militant. Oui, mais ça a été la réponse politique et la stratégie politique qui a été choisie par le président de la République et par le Premier ministre pour, en quelque sorte, créer une forme de cordon sanitaire dans l'opinion sur le sujet. S'exonérer de la responsabilité de la chose. Ce s'est passé quand même, la trahison. Sur la transparence, on va donner la parole au Parti Pirate qui prône ça depuis longtemps. Est-ce que, pour vous, c'est souhaitable une américanisation de la politique ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je ne sais pas. Je pense qu'au niveau de l'instauration d'un délit de parjure, je pense que ce serait effectivement une nécessité parce qu'un responsable politique, un responsable public n'a pas le droit de mentir. Actuellement, en France, il a le droit de mentir. Et justement, c'est ça il a tout à fait le droit, puisqu'il n'y a rien qui va aller à l'encontre de ce mensonge. Monsieur Cahuzac ne sera pas jugé sur le mensonge face à l'Assemblée nationale, face aux représentants et aux élus. En un mot, juste vous, ces aveux, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Si vous parlez de l'image sur BFM TV, c'est que c'était un grand moment de communication. Il n'y avait aucune émotion qui passait. Mais il y aurait fallu de l'émotion ? Non, mais je pense qu'il fallait de la sincérité. Et j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait de la sincérité. J'avais l'impression plutôt que c'était un exercice qui avait été très travaillé avec des communicants. Et d'ailleurs, on se souvient particulièrement de l'image de Dominique Strauss-Kahn qui avait fait le 20h où il avait utilisé les mêmes mots. On s'aperçoit que ce sont les mêmes communicants qui ont conseillé M. Cahuzac que ceux qui avaient conseillé Dominique Strauss-Kahn. Donc à partir de ce moment-là, sur aussi une bande enregistrée, donc si jamais elle était ratée, on pouvait la refaire. Vraiment, on était sûr que aucune spontanéité et c'était vraiment donc un exercice convenu. Et ce qu'on aurait bien aimé, c'est, je pense, c'est avoir au minimum un exercice de sincérité plutôt qu'un acte de contrition qui avait été préparé. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la télévision était le bon outil
pour reconnaître sa faute, il pouvait très bien faire un communiqué de presse. Il a brisé un tabou un petit peu en avouant. On a le souvenir de beaucoup de ministres qui ont démissionné pour se défendre devant la justice. Et puis les affaires traînent, on n'en parle plus, qu'ils soient condamnés ou non d'ailleurs après. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se taire? Est-ce que finalement, ce qui provoque le choc, c'est qu'aujourd'hui, il soit passé aussi aux aveux en si peu de temps? Il y avait trop de preuves. Le problème, c'est qu'il y avait trop de preuves. La Suisse allait annoncer qu'il y avait véritablement un compte en Suisse. Donc, il fallait qu'ils prennent les devants pour d'ailleurs aller s'en expliquer avec le juge et peut-être avoir une peine moins forte que s'il avait continué dans ses dénégations. Alors quoi qu'il en soit, après ce Cahuzac Gate, François Hollande annonce un choc de moralisation, avec notamment les déclarations publiques de patrimoine des élus. On notera notamment les 3 vélos de Christine Taubira, le fauteuil d'Arnaud Montebourg. Ça fait quand même sourire. Est-ce que c'est bien sérieux, Nicolas Baïs ? Dans ce genre d'affaires, je pense que pour affronter l'opinion, les Français ont besoin de messages clairs. Effectivement, le président a décidé qu'il serait publié le patrimoine des ministres. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que cette publication, qui est aujourd'hui en Europe la norme, puisque la France est l'un des derniers pays à ne pas publier le patrimoine des élus. Ça dépend, il y a les revenus et les patrimoines. J'allais y venir. Il ne faut pas que ça devienne simplement un fait de voyeurisme, puisque les élus peuvent présenter un patrimoine sans expliquer ce patrimoine, peut être mal interprété. Vous avez de l'héritage familial, vous avez le patrimoine qui est gagné avec la carrière avant de devenir élu. Dans les déclarations, tout le monde n'a pas déclaré de la même façon. D'ailleurs, il y en a qui ont déclaré le patrimoine de leur époux, il y en a d'autres qui ne le comptent pas. Enfin, puis les œuvres d'art n'ont pas été déclarées, donc ça pose un certain nombre de problèmes de réalité par rapport au patrimoine. Moi, je pense que la transparence, ça ne doit pas vouloir dire le voyeurisme. Vous savez, le patrimoine d'une personne, c'est un peu de son histoire. Et je ne suis pas sûr qu'il faille que chacun mette sur la place publique l'ensemble de sa vie privée. Vous savez, je suis membre de la CNIL et nous protégeons la vie privée d'un point de vue du numérique. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est élu de la République, ou élu local d'ailleurs, qu'on doit mettre l'ensemble de sa vie privée sur la place publique. Parce que justement, à l'UMP, il y a deux opinions qui divergent un petit peu. Il y a celle de Nadine Morano qui parle de voyeurisme, de mouchardage, et il y a quand même François Fillon qui, lui, a fait ses déclarations de patrimoine. Il a indiqué que lui voterait contre le fait de devoir publier le patrimoine. Mais il l'a fait en disant qu'il ne devait rien cacher. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne initiative. Il y a deux opinions qui divergent à l'UMP, je pense, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de lutter de manière efficace, je pense qu'on s'accordera tous sur le sujet, sur les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, ce qui peut poser un réel problème, c'est non pas le patrimoine des élus, mais savoir quelles peuvent être les relations des élus avec certaines entreprises, avec certaines organisations, certaines associations. Si vous permettez quand même sur ce point, vous avez tout à fait raison, mais sur le patrimoine des élus, ce qui compte, ce n'est pas leur niveau de patrimoine. Et je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'on peut avoir un patrimoine peu élevé, être en mesure de gérer correctement les affaires publiques, ou un patrimoine très important, être tout autant en mesure de gérer correctement les affaires publiques. Ce qui est important, ce n'est pas le patrimoine, c'est la variation de patrimoine. Donc c'est la variation de patrimoine, et il faut revenir à ce qui était l'essence de la loi, c'est-à-dire la déclaration de patrimoine à l'entrée de mandat, à la sortie de mandat, et de voir s'il y a un flux patrimonial qui peut s'expliquer ou qui ne peut pas s'expliquer. Et justement, on peut mentir aussi sur ces déclarations. Oui, alors on peut toujours, on peut toujours mentir. Vous pouvez mentir à votre mari, vous pouvez mentir à votre médecin, vous pouvez mentir, etc., etc. Dans la vie, on peut toujours mentir. Donc le flux de patrimoine. Mais ce que je voudrais dire simplement, juste un point, c'est que je crois qu'on se trompe de cible. Je ne suis pas sûr que ce travail soit fait pour les ministres qui gèrent de l'argent public, tout à fait d'accord. Pour les parlementaires, je ne suis pas sûr que ce soit la première des priorités parce qu'ils n'exercent qu'un mandat délibératif. En revanche, qu'on soumette les élus locaux, ceux qui exercent des exécutifs locaux, à des règles très strictes, et j'allais dire, si vous le permettez, ceux qui exercent des fonctions administratives, chefs de service de l'État ou d'une collectivité locale, qu'on les soumette à une réglementation très stricte, parce que ce sont souvent eux qui sont la meilleure des portes d'entrée
pour les entreprises privées. Pour les pots de vin, vous voulez dire notamment dans les affaires de marché public? Pour les entreprises privées qui sont en relation avec les collectivités territoriales, délégations de services publics, marché public, oui, qu'on fasse très attention ici. Mais ce qui veut bien dire qu'en visant les parlementaires, on est là aussi, une fois de plus, dans une réponse à quelque chose d'immédiat, donc qui a suscité une grande émotion dans le pays. Revenons là aussi à quelque chose de raisonnable. Yannick Courdiau, le Parti Pirate, vous pensez que c'est Internet qui va justement permettre le contrôle? Internet est un outil de transparence qui permet cette transparence et qui permet le contrôle plus facile de... Donc vous êtes pour des déclarations sur Internet. Vous pensez qu'il n'y a pas de question de vie privée pour les élus? Les déclarations sur Internet ne sont pas forcément vraies non plus. Non, tout à fait. Mais les déclarations qui circulent hors Internet ne sont pas forcément vraies non plus. La proposition de déclaration de patrimoine qui est proposée par François Hollande n'aurait pas permis de découvrir l'évasion de Cahuzac. Puisque de toute manière, M. Cahuzac, en rentrant dans le gouvernement, a de toute manière déclaré son patrimoine. Ce qu'il faut, c'est avoir une instance de contrôle indépendante du pouvoir. C'est ce que proposera le président de la République dans la loi de moralisation qui va arriver. Mais cette instance existe en place déjà. Une instance, mais elle existe déjà, mais elle manque de moyens de contrôle et des moyens de contrôle. Et c'est un contrôle lui seront donnés. Ce qu'il faut signaler quand même dans l'affaire Cahuzac, ça a été sur ce dossier l'indépendance des journalistes et l'indépendance de la justice. L'enquête a été ouverte, il n'y a eu aucune pression de la part du gouvernement sur les juges. Du jour où Jérôme Cahuzac a été mis en examen, le président et le Premier ministre lui ont demandé de démissionner. Et je peux quand même dire que ça change avec certaines pratiques d'une époque révolue où on pouvait appeler des journaux pour éviter la publication d'un article, où on pouvait mettre la pression sur certains juges. Vous êtes encore dans l'antisarkozisme primaire où on va encore jeter l'opprobre sur l'ancien président de la République. J'ai dit une époque révolue, je n'ai pas parlé de Sarkozy. Si vous vous sentez visé... Mais vous dites par le passé, et avec vos amis, vous avez vite fait des raccourcis. Je voudrais dire quand même que le président de la République, qui avait quand même dit pendant sa campagne électorale que moi, président de la République, je n'interviendrai jamais sur la justice, s'est quand même empressé d'écrire aux magistrats, alors qu'il était président de la République, lorsque Madame Trier-Villers était dans une affaire où elle a poursuivi les gens qui ont fait une biographie. Monsieur Valls, son ministre de l'Intérieur, a écrit sur papier en tête du ministère de l'Intérieur également pour intervenir dans cette affaire vis-à-vis des magistrats. Et j'observe aussi dans une affaire... Ils ne sont pas intervenus auprès des magistrats, ils ont témoigné parce qu'ils étaient cités dans le livre. Ils ont écrit au tribunal de grande instance, aux magistrats, donc. Et j'observe également que le magistrat qui est en charge de l'affaire de l'amiante et la juge d'instruction qui est en charge de l'affaire de l'amiante, qui a mis en examen Martine Aubry, a été opportunément écartée de cette affaire, alors qu'elle aurait pu continuer à le faire. Donc je n'accepte pas qu'on essaye de nous donner des leçons de morale sur l'intervention de la justice ou non. Je pense que la justice est indépendante, elle doit le demeurer et c'est un combat de tous les jours pour qu'elle le demeure. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'en France, la justice soit réellement indépendante. Elle le sera le jour où elle ne dépendra plus du pouvoir exécutif, le jour où il n'y aura plus de ministre de la Justice, où il n'y aura plus de garde des Sceaux et où la justice aura son propre comité, sa propre haute instance qui sera, elle, totalement indépendante du pouvoir. Le risque, il faut une politique pénale quand même. Ça me fait sourire parce qu'effectivement, il faut une politique pénale qui soit menée. Il y a des élus qui sont élus, un président de la République qui est élu au suffrage universel, des parlementaires qui le sont également, et donc sur un programme de protection de nos concitoyens. La protection de nos concitoyens, c'est effectivement le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Justice, et faire en sorte qu'un certain nombre d'infractions graves soient poursuivies de la même manière sur l'ensemble du territoire. Et si on fait... alors, parce que c'est la question du parquet, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais l'indépendance du parquet, c'est cette question-là qui se pose. C'est être sûr qu'un viol qui sera poursuivi dans le Nord sera poursuivi de la même façon dans le Sud, à Lille ou à Marseille, selon une politique pénale nationale. Et c'est pour cela qu'il doit toujours y avoir quand même un lien entre la justice
et l'exécutif pour en faire en sorte que nos concitoyens, où qu'ils soient sur le territoire, soient protégés de la même manière. Alors toujours dans les propositions pour moraliser la vie politique, rendre incompatibles certains métiers avec le mandat de parlementaire comme avocat d'affaires, c'est une des solutions qui a été évoquée pour qu'il y ait plus de morale en politique. Vous pensez que c'est ça le secret, la clé ? Il existe déjà un certain nombre d'incompatibilités entre le mandat de parlementaire et certaines professions. Peut-être qu'il faut regarder, remettre sur la table pour voir si il faut l'élargir ou non. Mais j'observe que l'exemple de l'avocat d'affaires est vraiment le mauvais exemple. L'avocat d'affaires n'existe pas. Il y a des avocats ou des non-avocats. En charge d'affaires. Et si on est avocat, on peut être avocat pénaliste, on peut être avocat en civil ou avocat de droit des affaires. Mais ça n'existe pas, la nomenclature. Vous êtes avocat et vous avez parfois différentes activités. Sauf que dans les faits, vous avez différentes activités. Vous avez des avocats d'affaires. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas l'interdire. D'ailleurs, cette proposition, je pense, sur les avocats d'affaires, peut passer aussi pour un règlement de compte interne, parce que je crois que c'est M. Wauquiez qui propose le non-cumul, le fait c'est qu'on le président de la République qui l'a énoncé. Donc. Oui, mais sur proposition de M. Wauquiez aussi. C'est bien. Je suis très heureux d'apprendre que le président de la République qui vise M. Copé, se fait conseiller par M. Wauquiez. Qui vise M. Copé et ses relations, par exemple, avec M. Takieddine. Aujourd'hui, vous avez des avocats d'affaires. Et je pense qu'il y a quand même certaines professions qui doivent être mises en suspens le temps d'un mandat. Mais comme il faut aussi aujourd'hui, je pense, pour apporter non pas plus de morale en politique, parce que je connais, et on a tous de nombreux maires, de nombreux élus dans nos circonscriptions qui passent au quotidien du temps à aider à améliorer la vie de leur population. Par contre, plus de transparence, et plus de transparence, ça passera aussi par des mesures comme le cumul des mandats. Est-ce qu'il ne faut pas se consacrer qu'à son mandat et du coup mettre entre parenthèses toute profession? Ça évite tout conflit. Je suis un fervent défenseur du non-cumul des mandats. Mais pas que les mandats, de ne pas avoir de métier ou d'activité professionnelle à côté. Aujourd'hui, député, c'est une fonction à plein temps. Maire, c'est une fonction à plein temps si on veut pouvoir bien mettre en place sa mission. Vous savez, il y a un certain nombre de gens qui s'engagent en politique et qui ils sont élus pour un mandat de 5 ans et lorsqu'ils sont battus, se retrouvent sans rien. C'est-à-dire que quand vous venez du privé, vous abandonnez votre profession et vous êtes élu pendant 5 ans. Et si les électeurs font un autre choix, eh bien vous vous retrouvez effectivement sans rien. Donc, alors que ceux qui sont fonctionnaires retrouvent automatiquement leur place dans la fonction publique. Mais un avocat pourrait très bien reprendre ses affaires après. Oui, mais enfin, vous avez perdu tous vos clients qui sont partis pendant 5 ans. Et un chirurgien, je vais vous poser la question, un chirurgien qui est élu député pendant 5 ans, est-ce que vous serez d'accord pour être son premier patient, passer sur sa table d'opération alors qu'il n'aura pas opéré pendant 5 ans? Je ne suis pas sûr que vous auriez très confiance en lui. Donc je pense que non, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Surtout un chirurgien capillaire. Rien. Comme le dit Jérôme Cahuzac. Je suis heureux de vous entendre parler. C'est une expérience personnelle. Juste, il faut seul à être autorisé à le dire ici. Il faut éviter, je peux commencer à y songer aussi, il faut éviter par contre toute mesure, je pense, qui professionnaliserait un peu plus la vie politique. Moi, je me suis toujours opposé à la professionnalisation de la vie politique. Je suis contre le cumul des mandats en nombre, mais aussi dans le temps. On ne fait pas une vie. Ce sont les électeurs qui choisissent. Juste politique. Ça concerne 80% de la population active et salariée du privé ou du public. Donc là, il n'y a pas de souci aujourd'hui dans la pratique. Les 20% sont professions libérales, chefs d'entreprise, agriculteurs. Alors si on érige un principe général, est-ce qu'on ne peut plus être agriculteur et parlementaire, etc. etc. Bon, aujourd'hui, le principe juridique, c'est celui de la compatibilité. Et l'exception, c'est pour un certain nombre de professions qui sont ciblées, les incompatibilités. Avocat d'affaires, par exemple, vous pensez que peut-être peut-on dire qu'il faudrait aujourd'hui toiletter tout ça et revenir sur des choses qui sont un tout petit peu incongrues et cibler un certain nombre d'activités qui posent problème.
Je pense notamment... Je ne pense pas qu'il faille jeter l'opprobre sur l'ensemble des gens qui ont continué leur profession. Vous savez, pendant la législature précédente, nous avions mis en place à l'Assemblée nationale un déontologue qui continue à œuvrer. Et ça veut dire que nous devons lui faire la déclaration de l'ensemble des activités annexes et des intérêts que nous pouvons avoir en dehors de Mais notre dans son fonction. rapport, il avait justement ciblé cet exemple-là, mon collègue Jean Gicquel. Et donc, voilà, et nous pouvons toujours aller voir le déontologue pour lui dire, voilà, nous avons cette difficulté, dites-nous votre préconisation par rapport à la conduite à tenir. Moralisation, on voit que les affaires touchent beaucoup d'élus, même les élus de petites communes, comme à Gems dans le Calaisis, le maire Modem qui vient d'être mis en examen. Je suis pas d'accord avec pour détournement de fonds publics. La moralisation, ça commence peut-être par s'écouter. Alors, est-ce que toutes ces affaires vont pas conduire les Français à dire que vous êtes tous pourris, en fait? Mais là, c'est aussi la formulation de votre question qui leur permettrait de dire ça. Parce que vous dites, des Français qui ne croient plus dans leurs hommes beaucoup politiques. d'élus. Et vous venez de citer l'exemple d'un maire du Nord-Pas-de-Calais. Alors, les élus à tous les niveaux. Il y en a peut-être... mais comme ça touche, comme la fraude touche les Français à tous les niveaux. Bien enfin, sûr. comme Non, certaines personnes ne déclarent pas leur télévision pour pas payer la redevance. Enfin, oui. C'est pas parce qu'une personne le fait que tous les gens sont concernés. On inverse la tendance. On inverse la tendance. On inverse la tendance déjà par des comportements personnels. Moi, je préfère avoir confiance dans les gens et puis parfois me tromper que l'inverse. Mais on peut, par exemple, moi, une mesure que je préconisais pour les politiques, c'est de non pas forcément publier le patrimoine, mais de publier le curriculum vitae des politiques, ce qui n'est pas forcément obligatoire aujourd'hui, pour savoir, avant et après le mandat, où sont passés les hommes politiques, dans quelle entreprise. Dans le on peut mentir, on peut omettre de préciser qu'on a travaillé pour tel laboratoire. Quand on n'est pas grand rabbin de France, non. Non, mais moi, je pense d'abord, si il y a certains de nos concitoyens qui ont un doute sur la probité des hommes politiques, des gens qu'ils représentent, moi, j'allais leur dire, engagez-vous. Nous, on a besoin de gens qui viennent s'engager. Et si vous considérez que la classe politique n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, venez nous rejoindre, venez travailler avec nous. Vous savez, moi, il n'y avait personne qui faisait de la politique dans ma famille. Je me suis engagé comme militant à l'âge de 16 ans. J'ai distribué des tracts, collé des affiches, jusqu'au moment où c'était moi sur le tract et sur l'affiche. Et donc, ça peut se produire pour n'importe lequel de nos concitoyens qui a décidé de s'engager, de défendre des convictions et de vouloir améliorer les choses. Donc, si un certain nombre d'entre eux ne sont pas contents de ceux qui les représentent, eh bien, qu'ils fassent cette démarche. Nous, on a besoin de gens qui ont envie de s'engager. Il y a des élections municipales. Il y a des élections municipales qui arrivent. Je termine juste. Il y a des élections municipales qui arrivent. Et c'est vrai que parfois, un certain nombre de têtes de liste ont du mal à boucler leur liste. On a compris le message. Il manque de candidats. Donc, vous appelez aux candidats. Rejoindre. Et vous, pour le Parti Pirate, quelle solution pour inverser cette tendance? La solution pour inverser la tendance, elle est toute simple. On en parle depuis tout à l'heure, c'est la transparence. On parlait tout à l'heure des origines du Parti Pirate, les origines scandinaves. En Suède, qui est le pays qui est peut-être le plus transparent au monde, justement, le pourcentage, 70% des Suédois font confiance à leur politique. Donc, plus de transparence, publier non seulement le patrimoine, mais également les frais. Merci, ce sera tout, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre le journal régional de Christelle Nassar.